Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Les premiers étudiants en lycée professionnel ont planché aujourd'hui sur l'épreuve de français. Entre ouverture du concours de fin d'année et bilan de la réforme de l'enseignement professionnel, on en parle dans la première partie de notre émission avec nos invités. En cette seconde partie d'émission et à l'occasion de l'année de la mer et du sommet des océans qui aura lieu en juin à Nice, nous vous proposons de revoir notre entretien avec l'Institut océanographique de Monaco. Ce sera en seconde partie. Dans sa chronique, Guillaume Buin fera la lumière sur les projets de loi de fin de vie dont l'examen commence aujourd'hui. Mais tout de suite, place à l'actu avec Guillaume. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Pour débuter, coup d'envoi des épreuves du baccalauréat pour la filière pro. 189 000 candidats qui ont donc planché sur l'épreuve de français, c'était ce matin et c'est un mois avant leurs camarades des voies générales et technologiques. C'est une nouveauté introduite par la réforme du lycée professionnel qui était engagée par Emmanuel Macron en 2023 pour faire notamment une voie d'excellence. Avancer le bac doit permettre aux lycéens d'expérimenter à la fin du mois un nouveau dispositif avec donc au choix un stage supplémentaire ou encore des cours intensifs pour préparer leur arrivée dans le supérieur. Et la question des rythmes scolaires qui revient. Faut-il faire débuter les cours à 9h plutôt qu'à 8h? C'est ce que préconise une étude du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Car cette enquête, elle montre que lorsque l'on commence à 9h, eh bien, c'est plus bénéfique pour les élèves, notamment sur la santé mentale, la santé physique, mais aussi sur les performances académiques. Une étude qui a été menée sur 86 collégiens de 5e et de 4e qui ont profité donc de cette heure de cours en moins et donc d'une heure de dodo entre guillemets, des élèves en internat en Seine-et-Marne, deux autres classes qui n'ont pas changé de rythme, qui sont toujours allées en cours à 8h. Écoutez, Stéphanie Mazza, elle est professeure en neuropsychologie à l'université Lyon 1, elle a mené cette étude, elle nous explique. On a mesuré objectivement leur sommeil, on leur a fait porter des actimètres, donc des petits dispositifs médicaux qui permettaient de mesurer leur sommeil, et on a pu observer que les adolescents qui restaient à 8 heures voyaient leur sommeil se dégrader, ce qui est tout à fait normal au moment de l'adolescence à cause de la charge pubertaire, alors que les adolescents qui, eux, changeaient d'horaire et bénéficiaient d'une heure de temps supplémentaire le matin, voyaient leur temps de sommeil augmenter de 27 minutes. Et on a aussi réalisé des tests d'impulsivité, des tests cognitifs, des mesures de l'anxiété et de la dépression. Et en fait, on voit que ce soit toutes ces variables qui vont changer avec le décalage d'horaire de cours. Alors, elle reconnaît une efficacité donc dans cette mesure, mais qui reste difficile à mettre en place. Autre question, est-ce que c'est la faute des réseaux sociaux si ces jeunes dorment mal et sont donc fatigués? Eh bien, pas que, écoutez. C'est la puberté qui va occasionner un décalage de phase qui est physiologique. C'est-à-dire que c'est la charge pubertaire qui fait que ces adolescents se couchent plus tard. Bien entendu, s'ajoute à ce décalage l'usage des écrans, le fait qu'il y ait une pression sociale, etc. Ça, c'est la responsabilité des familles et hors de question de revenir sur cette responsabilité familiale. Par contre, sur ce phénomène physiologique qui est transitoire, ça dure uniquement pendant la période de puberté, ce décalage d'horaire de cours va leur permettre de mieux dormir. Donc c'est plus sur ce décalage physiologique qu'on veut agir, mais bien entendu, toutes les recommandations quant à l'usage des écrans sont également de mise. Et cette question des horaires, elle sera abordée en juin prochain avec la Convention citoyenne sur les temps de l'enfance annoncée par Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui sera d'ailleurs sur le plateau du 20h de TF1 demain pour une session de questions-réponses. Évidemment, émission qu'on va suivre attentivement. Les réseaux sociaux avant 15 ans, eh bien c'est non. Clairement, le sujet a de nouveau été mis sur la table par la ministre déléguée chargée du numérique. Et la France se donne 3 mois pour mobiliser ses partenaires européens sur un accord justement contraignant les réseaux sociaux à vérifier l'âge des adolescents qui les utilisent. Ce ne sont pas les mots, mais ceux de Clara Chapaz, donc dans la tribune du dimanche. Mon travail est aujourd'hui de rallier cette coalition avec donc d'autres pays, l'Espagne, la Grèce ou encore l'Irlande, pour convaincre la Commission européenne et d'avertir si nous n'arrivons pas à aboutir d'ici la rentrée à cet accord, eh bien la France prendra ses responsabilités. L'été dernier, Emmanuel Macron s'était déjà prononcé pour l'interdiction du téléphone à partir de 11 ans et des réseaux sociaux avant 15 ans. Sachez qu'en Espagne, l'été dernier, une loi a été présentée interdisant l'accès des moins de 16 ans aux réseaux sociaux. Dans la tourmente à la suite de plusieurs polémiques, l'université Lyon 2 voit ses subventions suspendues, Guillaume. On rappelle ce qu'il s'est passé, des cours qui avaient été interrompus par des militants d'extrême gauche, un professeur pris à partie, la présidente qui a été menacée, le vice-président qui a démissionné, on en avait parlé ici même. Rien ne va plus donc au sein de cette université et invité de CNews Europe 1, Laurent Wauquiez, le chef de file des députés Les Républicains à l'Assemblée nationale, candidat
candidat là aussi à la présidence de son parti, dit vouloir ne faire aucun compromis avec l'islamisme. Il annonce donc la fin des subventions. En ce moment, sur l'université de Lyon 2, je me bats pour qu'on impose une mission d'inspection indépendante pour que nous braquions les projecteurs sur la dérive islamo-gauchiste de cette université. Et je vous annonce que nous avons décidé avec le président de la région de supprimer toutes les aides de la région à cette université tant qu'il n'y aura pas la lumière qui sera faite sur leur dérive. Toutes les aides sont gelées, supprimées. Toutes les aides de la région de coopération avec cette université qui s'est livrée à des iftars, dans lequel on a des prières dans ce cadre, dont on a réussi à obtenir la démission du premier vice-président qui était compromis. J'étais hier en échange avec le professeur Ballanche, qui est un ami pour lequel j'ai beaucoup d'estime, qui mène ce combat et que nous devons soutenir. Alors selon la région, ce moratoire financier se monte à près de 19 millions d'euros. Réaction de la gauche, le Trumpiste vient de traverser l'Atlantique. Ce sont les mots de Jean-Luc Mélenchon. L'opposition socialiste de la région a dénoncé une décision brutale, sans nuance et anti-républicaine. Toujours en lien avec les universités, les députés approuvent une proposition de loi des sénateurs visant à lutter contre l'antisémitisme et le racisme dans l'enseignement supérieur. Et seule la France insoumise ou encore les communistes s'y sont opposés. L'Assemblée nationale a notamment donc rétabli l'article 3 supprimé en commission qui va créer une section disciplinaire commune aux établissements d'une même région académique. Un amendement gouvernemental a précisé aussi qu'elle ne pourrait être saisie que par le président ou encore le directeur de chaque établissement et non pas par le recteur de la région. L'objectif est de répondre aux inquiétudes quant à l'autonomie des établissements. La proposition de loi fait suite à une mission d'information qui avait été lancée par le Sénat après des accusations d'antisémitisme et notamment lors d'une conférence pro-palestinienne à Sciences Po Paris. À présent, un compromis va devoir être retrouvé entre l'Assemblée et le Sénat. Au volet judiciaire, un professeur travaillant à l'institution Saint-Pierre à Caen est placé sous contrôle judiciaire après avoir été mis en examen. Et il est suspendu depuis le 20 janvier dernier. Un professeur d'éducation physique est mis en examen pour des faits d'agression sexuelle sur mineurs. Il y a 5 plaignants, 4 filles et 1 garçon. Tous étaient mineurs au moment des faits. Il a d'ailleurs interdiction d'entrer en contact avec des mineurs ou encore de rentrer en contact avec ses victimes. La direction de l'établissement précise avoir pris toutes les mesures nécessaires pour la bonne continuité justement du système éducatif. Une dizaine de profs ont témoigné. Le directeur interdiocésain de l'enseignement catholique du Calvados et de l'Orne, Romain Lemery, a exprimé sa tristesse. Abasourdi. Déjà, on a une pensée pour les victimes présumées parce que quand on confie son enfant à une institution, on a le désir qu'il soit dans un environnement sécurisé. Si les faits rapportés s'avèrent exacts, pour le coup, j'ai beaucoup de compassion, beaucoup de tristesse de voir que des enfants auraient pu subir des violences, quelles qu'elles soient, au sein d'un établissement scolaire. Jusqu'à présent, la mise en examen et puis les auditions se sont faites en fait en ce que j'appelle en temps caché, c'est-à-dire qu'on n'avait aucune information, en tout cas à la direction du CN, on n'avait aucune information du rythme de cette enquête. La seule chose dont moi j'avais été informé, c'était la mise à pied d'un enseignant, mais je n'avais pas les motifs de cette mise à pied. Et j'ai aucun document, moi, à la direction du CN, qui me sont parvenus. Alors sachez qu'une cellule d'écoute a été mise en place notamment pour que la parole se libère du côté des enfants et surtout des victimes. Merci beaucoup Guillaume. Ils sont les premiers à passer l'épreuve de français du baccalauréat. Les lycéens de filière professionnelle entament le début du concours de fin d'année. Mais alors quel bilan un an après la réforme du bac pro? Quel œil portent là-dessus les syndicats? On en parle tout de suite avec nos invités. Les épreuves écrites du bac pro, un mois avant celle de la filière générale, chamboulent évidemment l'agenda des profs, comme des lycéens d'ailleurs, et inquiètent les établissements. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Axel Benoît. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes co-secrétaire général du SNUEP, je ne sais pas si je le dis bien à chaque fois, SNUEP FSU. Pascal Vivier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général du SNETA FO. Alors, qu'est-ce que la réforme du bac pro, bac professionnel, a changé dans ce fameux calendrier des épreuves? Peut-être Pascal Vivier. D'abord, une avancée des examens, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait vu dans le bac général et technologique avec la réforme Blanquer, et on a été surpris qu'on revienne là, alors que le ministre Gabriel Attal avait, dans l'une de ses premières mesures, reculé les épreuves anticipées du bac général et technologique, et nous, on le subit cette année pour la première fois, avec des épreuves anticipées avec plus d'1 mois et demi d'avance. Aujourd'hui, les épreuves de français, demain, les épreuves d'économie et gestion, et c'est vrai que dans une désorganisation totale, on a aujourd'hui des retours des établissements et ça ne se passe pas aussi bien que le ministère voulait nous le faire croire.
Parce que le ministère a tenté de faire croire que ça se passait bien ? Ah oui, mais alors que rien n'avait commencé. Ça fait un an qu'on nous fait croire que tout se passe bien, que et les élèves qui partent en stage et ceux qui restent en cours, qu'on ne subira pas l'absentéisme après ces épreuves anticipées. On sait déjà, parce que les élèves nous l'ont dit, que soit ils seront absents, soit ils en profiteront pour aller gagner un peu plus leur pain. Ouais. Bref, allonger la période de vacances pour se faire des jobs d'été. Non, ça se passe pas bien. Et au niveau organisationnel, dans les établissements scolaires, on a vu depuis ce matin beaucoup d'élèves en retard, mais également les élèves des autres sections, seconde et première, qui étaient au gris, qui ne savaient pas que les établissements scolaires étaient fermés. Bref, on fait ça, donc ça se passera bien, que les élèves auront leur bac, j'allais dire Noël sera bien le 25 décembre, mais franchement ça se fait dans une désorganisation totale et ce n'est ni favorable pour les enfants, parce que ce sont encore des enfants, et encore moins pour les personnels. Alors que tout ça est fait dans l'objectif justement d'en faire une filière d'excellence, comme l'avait dit Emmanuel Macron. Donc bon, peut-être qu'on va partager ou pas ce constat-là. En tout cas, est-ce que vous, Axel Benoît, vous partagez le constat qui vient d'être fait par Pascal Vivier à l'instant ? Oui, c'est un constat que je pense que l'intersyndicale partage et on l'avait annoncé dès le début. Je veux dire, ce qui arrive aujourd'hui, on l'avait prévu, on avait annoncé, on n'a jamais été écouté par le ministère. Très clairement, dans mon établissement, moi ce matin, j'étais en cours avec mes élèves de première bac pro. Et on fonctionnait normalement, c'est-à-dire des sonneries de sortie de cours et d'entrée de cours alors que les élèves sont en train de tabler sur leurs épreuves. Je veux dire, un fonctionnement normal. Alors que dans d'autres établissements, les cours sont arrêtés. Et donc les élèves qui planchent sur leurs épreuves de français ce matin, qui étaient cet après-midi sur l'histoire géo MC, ont eu un temps plus calme. Donc on voit aussi qu'en avançant ces épreuves au mois de mai, ils ont renforcé l'iniquité entre candidates et candidats au bac pro. Et on ose imaginer si on avait une inéquité aussi forte qui était prônée et organisée pour les élèves de bac général et technologique. Mais vu que là, c'est du bac pro, ça passe, on s'en accommode. Et le ministère, très clairement, depuis un an, ne s'intéresse pas du tout aux conditions de passage. On a eu beau alerter, signifier, signaler comment ça allait se dérouler. On le voit aujourd'hui. Et le ministère n'a jamais voulu apporter une réponse, ne serait-ce qu'un cadrage, un pilotage très clair pour cette réforme. Alors, on va parler effectivement de chaque détail, si je puis dire, de cette situation, en tout cas de détailler ensemble ce qui se passe réellement aujourd'hui et puis donc pour les semaines à venir. Déjà, effectivement, une épreuve anticipée, ça veut dire quoi par rapport au programme en question? Ça veut dire un programme qui est donc entaillé, qui est réfréné, ou alors le même programme en moins de temps? Comment ça se passe? C'est bien toute la difficulté, c'est que c'est le même programme, que ce soit pour les disciplines générales, ce sont les mêmes référentiels pour les disciplines professionnelles, mais en moins de temps. Et c'est ce que nous remontent tous les collègues aujourd'hui. C'est-à-dire que je n'ai pas eu le temps de finir mon programme. Soit je ne l'ai pas fini, soit je l'ai fini très rapidement, mais en faisant des choses très, très rapides, c'est-à-dire des polycopiés, c'est-à-dire ne pas rentrer réellement dans la réflexion sur les savoirs, sur les connaissances, les notions. Donc ça veut dire qu'on a moins bien préparé nos élèves cette année au bac pro que les années précédentes. Et quand le ministère dit oui, mais on a mis... Ils disent dans leur communication qu'ils ont mis plus d'heures sur l'enseignement général, c'est faux puisque c'est juste un redéploiement d'heures. Les élèves n'ont pas eu plus d'heures cette année pour se préparer au bac, ils en ont eu moins. Et la preuve, tous les collègues aujourd'hui nous disent mais j'ai eu moins de temps cette année, voire parfois ils ont commencé dès le mois de mars pour leur contrôle en cours de formation. Ça veut dire qu'on a des élèves qui, dans certaines disciplines, depuis le mois de mars, n'ont plus cours. Donc on n'est pas sur la reconquête du mois de mai-juin pour nos élèves de bac pro, on est plutôt sur la perte d'avril, voire mars pour ces élèves. Attendez, excusez-moi, pourquoi ils n'ont plus cours depuis le mois de mars? J'ai pas compris, pardon. Parce que on a certaines disciplines qui ne se passent pas aujourd'hui, mais pour lesquelles les épreuves ont déjà eu lieu avant. C'est ce qu'on appelle le contrôle en cours de formation. Ce sont les enseignants qui évaluent leurs élèves pour l'épreuve certificative quand ils considèrent que c'est prêt. Sauf que avec les vacances du mois d'avril, les ponts du mois de mai, les épreuves qui commençaient au 12 mai, obligation de commencer en mars, voire en janvier pour certains, si les élèves partaient en stage en mars. Donc ça veut dire que dans certaines disciplines, on n'a pas arrêté aujourd'hui. On a arrêté depuis 1 mois, 2 mois. Mais qu'est-ce qui se serait passé si les épreuves étaient prévues comme depuis le début en juin? Les contrôles en cours de formation auraient lieu en ce moment et se terminent en général vers le 10 juin. Ah oui, on a du grande errance quand même. On a dû tout accélérer en moins de temps avec le même programme. Et à un moment donné, qui en pâtit, avant même les personnels, où on pourrait en parler on va en parler, ouais. et dire qu'ils ont le moral dans les chaussettes. C'est avant tout un souci pour les élèves. On nous fait croire, derrière le qualificatif d'excellence, qu'on va mieux armer les élèves
pour l'enseignement supérieur où à 97% d'entre eux, ils participent à Parcoursup, donc dès février. Donc ils souhaitent continuer leur parcours en enseignement supérieur. 75% d'entre eux plutôt vers un BTS, mais tous les autres vers d'autres types d'écoles d'enseignement supérieur. Et finalement, non. On leur dit, vous avez le même programme, vous allez le faire en moins de temps. Et comme l'a dit Axel Benoît, il a fallu accélérer les contrôles en cours de formation. C'est 70% du baccalauréat professionnel. Il a fallu aller plus vite, moins de temps, et donc immanquablement, les élèves auront moins d'acquis, et pour l'enseignement supérieur, mais également pour l'accession à l'emploi, pour ceux qui s'y destinent. Oui, forcément. Puisqu'on ne sait pas vraiment comment ça se passe, les épreuves du bac, mais qui les écrit, qui formule ces sujets-là, notamment en filière pro? Est-ce qu'on va tenir compte justement de cette situation, des 6 semaines en moins, pour peut-être se dire... une partie du programme a été survolée, donc forcément, tel sujet ne sera pas abordé. Non, mais c'est la question que je vous pose, pardon, mais... Pour ce qui concerne les contrôles en cours de formation, c'est-à-dire les épreuves qu'on passe avant le mois de mai, ce sont les enseignants qui font les sujets. Et bien entendu, ils ne veulent pas emmener leurs élèves à l'échec, donc ils vont avoir des sujets sur ce qu'ils auront vu avec eux en cours, sur les sujets sur lesquels ils considèrent que les élèves sont prêts. Donc ça va limiter finalement la possibilité et la casse. Par contre, pour les épreuves actuelles, qui sont des épreuves ponctuelles terminales, qui commencent aujourd'hui, demain, certaines la semaine prochaine dans certaines filières, et puis les dernières fin juin, parce que ça c'est aussi une autre problématique et une autre difficulté pour nos jeunes. Là, ce sont des banques de sujets qui sont réalisées, et après des inspecteurs qui décident de tel ou tel sujet qui sera réalisé cette année. Mais pour autant, les exigences doivent être les mêmes pour ces examens. Et c'est là où on met nos élèves en difficulté, et où nous on considère que c'est quand même un mépris pour nos jeunes, parce qu'on les met en difficulté pour accéder à un examen, et on les prépare pas correctement malgré les beaux discours et les belles envolées lyriques que certains responsables politiques peuvent employer. Responsables politiques, et vous venez de parler à l'instant des inspecteurs qui étaient censés venir effectivement faire des inspections, en tout cas proposer, aider à la mise en œuvre de ce changement de situation. Est-ce que ça a été le cas, Pascal Vivier? On l'a eu ici ou là, mais très très peu. Et les enseignants se sont retrouvés seuls avec une réforme qu'ils ne comprenaient pas, dont ils ne voyaient pas quels étaient les objectifs, mais également à devoir condenser leurs cours. Et Axel Benoît l'a dit, il a fallu passer beaucoup par les polycopiés, beaucoup par des résumés. Et malheureusement, non, on a été globalement laissés seuls à savoir quel était le sens de cette réforme, comment faire cours après les épreuves anticipées pour les élèves qui restent en cours, comment s'occuper des élèves qui partent plus en stage, et de tout ça, non, comme d'habitude, il a fallu se débrouiller seul. Alors on se débrouille plutôt bien, c'est tout à notre avantage. Mais malgré tout, c'est pas possible que ça continue comme ça, avec peu d'émotion quand même au ministère sur le sens de cette réforme et sur les conséquences et sur les jeunes, mais également pour le premier employeur de France, à savoir les petits commerçants, les artisans, qui n'arriveront pas à retrouver leur compte chez des élèves qui n'auront pas acquis l'essentiel. Et c'est ça qui est triste, presque triste. Oui, bien sûr. Alors, cette réforme, elle a été faite dans le but... c'est là où il faut qu'on débatte aussi, peut-être, enfin en tout cas vous, pas moi, mais sur l'idée effectivement soit d'un stage, soit de renforcer des acquis, des cours intensifs, dit-on. Donc si on parle d'abord du stage, 6 semaines qui permettront un stage supplémentaire, que pensez-vous de l'idée de professionnaliser davantage les élèves? On en avait parlé beaucoup ici ensemble, Pascal, si vous voulez bien, je vais laisser Axel Benoît répondre. Déjà, en première approche, c'est se dire si on a besoin de professionnaliser, ça voudrait dire que déjà le lycée pro ne le fait pas assez, ne le fait pas du tout. Je veux dire, c'est méconnaître complètement ce qu'on peut faire à la fois dans nos cours, qu'on soit enseignant de discipline générale ou discipline professionnelle, et les approches qu'on peut avoir, et ce qui est fait déjà lors des 20 semaines de stage qui ont lieu pendant tout le cursus sur la seconde, la première et la terminale. Et se dire qu'en mettant un stage qui ne compte pas pour la certification, c'est-à-dire qui n'est pas considéré comme formateur en fin de course, alors que les examens sont passés, alors que tout y est, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dedans. Et mais alors pourquoi l'avoir fait, pardon, s'il ne compte pas? Parce que ça a été présenté comme ça, dès le début, par l'ex-ministre délégué Carole Grandjean,
qu'il l'a présenté non pas comme un élément de formation, mais comme un élément de premier job, c'était ses mots, ou pour les entreprises comme un moyen de pré-recruter. Mais vraiment, un premier job, 6 semaines de stage, est-ce que vraiment on va recruter un élève qui sera allé, je ne sais pas, faire un stage rapide, celui qu'il aura pu trouver au dernier moment, pour un job finalement qu'il ne souhaite pas? Dans la majorité des cas, non. Ce qu'on voit, nous, aujourd'hui, très clairement, ce qui nous remonte, c'est qu'on a des élèves qui nous disent, et tout ce que nous remontent les collègues, les témoignages qui sont assez forts et qui montrent un écœurement de la part des collègues aujourd'hui, très clairement. C'est que des élèves disent je veux aller en stage, ils n'en trouvent pas, avec la difficulté de trouver des lieux de stage, parce qu'on a aussi les autres classes qui sont en stage sur cette période. On a aussi les secondes GT qui vont arriver en stage fin juin. Donc on a l'impression que l'entreprise devient une succursale de l'éducation nationale sur le mois de mai-juin. Donc il y a ces difficultés. Et puis d'autres disent très clairement, mais même pour 600 € sur les 6 semaines, il n'y a pas complètement 6 semaines d'ailleurs, parce qu'ils doivent revenir un peu au lycée. 20 € par jour, non, certains disent je vais aller travailler. Au contraire, je vais aller commencer justement à travailler, me faire mon argent de poche pour cet été, par exemple, ce qu'ils ne pouvaient pas avant, ou commencer un travail parce qu'on va être embauché. Je pense dans l'hôtellerie-restauration, très clairement. Ce que disent nos collègues, c'est non, ils vont aller travailler, ils vont préparer leur saison. Donc si je comprends bien, ce stage n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire et d'ailleurs, les parents et les élèves étaient sollicités pour savoir quel était leur choix et très peu dans les établissements scolaires. L'institution a veillé à avoir la moitié des élèves soi-disant cours, il faudrait qu'on parle de quel cours il s'agit, et soi-disant stage, il faudrait savoir de quel stage il s'agit. Mais l'objectif de Carole Grandjean, feu ministre délégué à l'enseignement professionnel, c'était une chose, empêcher les élèves d'aller en enseignement supérieur. Et qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, nos élèves... C'est ce que vous dites. C'est ce que vous pensez vraiment au fond de vous? Bien sûr. L'enseignement supérieur n'est pas armé pour recevoir autant d'élèves. Il leur manque des moyens énormes. Le premier moyen, ce sont des places. Et on a fait croire que nos élèves iraient bosser directement après le bac. Ce qu'on ne veut pas entendre, c'est que nos élèves ont changé, qu'ils arrivent à l'heure maintenant au bac. Pour beaucoup d'entre eux, à 17 et 18 ans. Et il est impossible de vouloir qu'un enfant, encore à 17 ans, qu'un jeune adulte à 18 ans, veuille aller bosser immédiatement, surtout quand il n'y a pas de boulot à son niveau de qualification et à son âge. Donc, qu'on le veuille ou non, ces élèves veulent se donner la possibilité d'avoir le maximum de diplômes pour accéder à une carrière qu'on dit qui sera hachée, où il faudra s'adapter, donc avoir plus de prérequis, en particulier en enseignement général, et c'est tout ce que la réforme à laquelle elle ne répond pas. Donc oui, j'en suis maintenant persuadé, il fallait empêcher les élèves de bac professionnel, au maximum d'entre eux, d'aller en enseignement supérieur. Ça ne sera pas réussi. Vous partagez ce point de vue aussi? Complètement. On a un chiffre très clair, c'est qu'au niveau en France, on a atteint à peu près 50% d'une génération qui obtient un diplôme du supérieur. L'objectif 2030 fixé par la Commission européenne, c'était 45% au moins dans chaque pays. Donc on était au-dessus. Donc on pouvait se permettre de limiter le nombre de jeunes à aller en poursuite d'études. Et il y a un deuxième élément, qui nous confirme cette analyse-là, c'est le fait d'avoir vendu des faux Bac plus 1. C'est-à-dire d'avoir dit, vous pouvez aller en Bac plus 1 avec les certificats de spécialisation. Mais ce ne sont pas des Bac plus 1. Puisque c'est au mieux le même niveau de qualification pour ces quelques mois ou cette année de spécialisation, ou alors même un niveau en dessous, puisque ça peut se faire au niveau CAP. Sauf que nos élèves, eux pensent que c'est un bac plus simple, puisque eux, ça a été démontré par des sociologues, à partir du moment où ils font 3 ans en BTS, ils considèrent qu'ils ont un bac plus 3. Donc oui, c'est un mensonge pour bien montrer que l'objectif, c'est que les élèves aillent répondre à un besoin de main-d'œuvre rapide, en s'adaptant, sans jamais interroger pourquoi nos élèves n'y vont pas. Et sans jamais interroger la responsabilité des entreprises sur le marché de l'emploi et ainsi de suite. On renvoie tout au lycée professionnel, et de réforme en réforme, on nous fait les mêmes critiques, on nous fait grosso modo les mêmes remèdes, on supprime des enseignements, on bouscule tout, on cadre pas, et de réforme en réforme, les critiques restent. Donc à un moment, peut-être changer de fusil d'épaule, changer de façon de faire, et arrêter avec ce dogme de l'adéquationnisme emploi-formation initial direct. Donc vous craignez un absentéisme, vous l'avez dit, au profit des jobs d'été, évidemment, et on le comprend très bien. Et en même temps, la gratification dont vous avez parlé, les 100 € par semaine, est-ce qu'elle ne donnerait pas aussi un autre public qui irait du coup plutôt vers les stages, plutôt que vers les fameux cours dits intensifs? C'est comme ça que ça s'appelle, les cours intensifs? C'est la deuxième option, ces fameuses 6 semaines. C'est le parcours poursuite d'études. Voilà. Ouais. Mais tout à fait. Ce qui a été le déclencheur pour les élèves, alors le ministère voulait que les PLP, les professeurs de lycée professionnel, soient moteurs et sachent convaincre leurs élèves. Mais regardons le profil sociologique de nos élèves.
voilà, très majoritairement de classes défavorisées, se dire je vais plutôt aller en entreprise, même si je veux poursuivre en BTS, même si je veux aller faire une autre étude, ça fait quand même 500, 600 euros à prendre, et ça a été un élément déterminant dans le choix. Le ministère, nous, indépendamment des chiffres qui pourront nous sortir, le ministère, entre nombre d'élèves qui seront en poursuite d'études et nombre d'élèves qui seront sur le parcours insertion professionnelle, ce qu'il faut regarder, c'est réellement ce que disait Pascal Vivier, c'est la qualité, ce qu'on y fait réellement sur ces deux éléments, et vraiment où sont nos élèves. C'est vraiment ça aujourd'hui qui interroge nos collègues et qui nous fait vraiment craindre sur ce mois de mai-juin. Et puis on le sait, il y a de réelles inégalités face au milieu social et les réseaux dans lesquels se trouvent évidemment ces élèves-là. Donc est-ce que c'est facile de trouver un stage en plus? Alors c'est pas facile, surtout dans cette période où on se confronte à une vraie concurrence avec les élèves de 3e, les élèves de seconde générale et technologique, mais également les élèves de BTS, les élèves d'IUT, où il y a 3 mois, plus tous les apprentis. Non, même pour les entreprises, ça pose un souci. Nous, on est en contact tous les jours avec les entreprises. Et ce qu'on nous dit, c'est non, mais arrête avec tes gamins, là, il faut que je bosse aussi. J'ai une boulangerie à tenir, j'ai mon salon de coiffure à tenir, je peux pas te prendre des stagiaires en permanence. Donc on a été confronté à une volonté d'élèves qui voulaient des lieux de stage, en partie pour s'éloigner de l'école et pour se faire un pécule de 100 euros à la semaine, et ils ne se le feront pas complètement parce qu'ils doivent revenir, mais aussi à tous les élèves qui souhaitaient partir en stage, mais les entreprises ne les prennent pas parce qu'ils ont déjà fait 20 semaines. Ce qui pose un vrai souci, c'est quelle était la plus-value de ces semaines de stage en plus. Vous savez, nous, les artisans, les commerçants, puisque c'est l'essentiel où on place nos élèves, nous disent jamais vous nous envoyez un mauvais pâtissier, un mauvais boulanger, il n'a pas les techniques. On nous dit il lui manque des savoir-être, il lui manque une connaissance du mode d'emploi, il n'arrive pas à anticiper le client et à avoir la démarche nécessaire pour le client. Bref, ça s'apprend pendant les cours, ça. Ça s'apprend en cours et en enseignement général, ce qu'on appelle globalement dans le reste de la société la culture générale. Et on nous a enlevé 169 heures de cours. Je peux vous dire que ces heures de cours-là, elles sont nécessaires à ces élèves. Avant d'être nécessaires pour les profs, elles sont nécessaires pour ces élèves. Et donc c'est vraiment une réforme qui n'a pas de sens, si ce n'est essayer de limiter les jeunes à accéder vers l'enseignement supérieur là où il n'y a pas assez de place, là où il n'y a pas de moyens et là où on ne veut pas donner les moyens. L'autre option, donc, si on ne prend pas le stage, donc c'est le fameux parcours, c'est ça? Poursuite d'études. Poursuite d'études, pardon, je vais y arriver. Je m'y fais pas à cette réforme. Poursuite d'études. Et donc là, la question se pose, c'est quoi dans le programme? Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est les 169 heures retirées qu'on va remettre. C'est autre chose qu'on va instituer. J'ai lu en fait dans quelques articles, notamment que vous m'avez fait passer, Pascal Vivier, où un prof disait on va faire ce qu'on peut, on va réinventer. Tiens, on va même d'ailleurs proposer à certains élèves le certificat sauveteur secouriste au travail. Bon, c'est très bien, hein, pourquoi pas? Mais je veux dire, dans ces cas-là, on peut tout faire, on peut tout imaginer. C'est bien la problématique de ces réformes aussi, c'est qu'il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de référentiel. Voilà. Donc, non, mais c'est quand même mal. Enfin, ce qui montre aussi l'intérêt qu'on va porter aux élèves de lycée pro pour leur dire allez-y, on vous offre un parcours, mais il n'y a pas de programme, il n'y a pas de référentiel. Mais ce qui fait que derrière, on voit effectivement sortir plein de préconisations, d'injonctions, aussi farfelues les unes que les autres, qui montrent quand même derrière une inégalité très forte en fonction des élèves dans l'établissement où ils vont être, et surtout pour les collègues. C'est-à-dire que devant l'absence de réforme, de programme, on va dire qu'il n'y a pas eu cette réforme. Mais devant l'absence de programme, l'absence de référentiel, en fait, les injonctions hiérarchiques pleuvent. Et on demande aux enseignants d'aller enseigner une discipline qu'ils n'ont pas. D'aller faire de la sylvithérapie, par exemple, c'est une préconisation. D'aller travailler l'estime de soi, quitte à le faire intervenir dans un c'est-à-dire que on a un métier, on a été recruté pour une discipline, on est expert de notre discipline, de nos disciplines, parce que bien souvent on peut être bivalent, voire plus. Et là, on demande de faire quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Je veux dire, est-ce qu'on irait demander au niveau enseignement général et technologique, c'est pas grave si les enseignants ne maîtrisent rien, ils vont quand même faire les modules. À la lumière de ce que vous dites, Axel Benoît, et là je peux faire réagir Pascal Vivier parce qu'on va bientôt conclure, mais est-ce que finalement ils ne connaissent absolument pas le monde du lycée pro? Est-ce qu'ils ne connaissent pas leurs élèves? Est-ce qu'on est totalement dans quelque chose qui vraiment, on revient souvent à cette idée que voilà, il y a deux mondes opposés et que personne ne se comprend et qui ne sont pas laissés sur le terrain? Ou est-ce que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas pour le coup parce que je suis perdue devant ces réformes, ces mesures? Est-ce que vous me dites là? Mais on est tous perdus.
Pour faire une réforme, c'est simple. C'est d'abord un diagnostic. Quelle est la situation du lycée professionnel? Quels sont les diplômes? Quels sont les élèves qu'on peut avoir? Et vers quel objectif on tend? Vous n'avez eu, par les responsables politiques, ni un diagnostic, à savoir qu'est-ce qui existe et comment on peut améliorer les choses, là où ça pêche, là où ça fonctionne bien, et vers où on peut nous amener. Moi, je cite souvent Jean-Pierre Chevènement, quand il a créé le Bac Pro en 1985. Je sais, ça commence à faire dinosaure, sauf qu'il avait clairement posé un objectif, augmenter la qualification de tous les salariés de ce pays par un baccalauréat professionnel. Dans un autre but, réindustrialiser la France et faire en sorte que le pays soit compétitif dans la mondialisation. On avait clairement un objectif auquel le lycée professionnel a participé. Quel est l'objectif aujourd'hui? On ne l'a pas. Quel est le diagnostic? Nous, chaque organisation syndicale essaye de la poser. Chaque établissement scolaire le fait. On a nos réalités. On connaît l'entreprise et nous ne sommes pas des acteurs opposés à l'entreprise. On travaille avec eux et l'entreprise est un lieu de formation. Donc, on n'est pas dans le cliché l'entreprise contre l'école contre l'entreprise. Non, il faut qu'il y ait des objectifs clairement affichés pour les entreprises, des objectifs clairement affichés pour l'école, et ça, on ne l'a pas. Donc, finalement, on a une réforme où il fallait faire quelque chose, et finalement, on bouge beaucoup, mais ce qu'ils font, c'est de défaire. Donc, on fait pour défaire, et ça n'a aucun sens. Et pour revenir sur les cours, qu'est-ce qu'on va faire en cours? Alors l'imagination est toujours au pouvoir et nos collègues ont une imagination folle pour devoir se débrouiller alors qu'ils vont corriger le bac, qu'ils corrigent les examens, qu'ils sont mobilisés pour aller suivre les élèves en stage. Vous inquiétez pas, ils vont faire ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire pas grand-chose dans un système où on n'a ni programme, ni objectif. Bref, c'est encore une réforme où on se marche sur la tête à 1 milliard d'euros. À l'heure où on parle de budget, à l'heure où on parle de faire des économies, c'est 500 millions d'euros pour la gratification, 300 millions d'euros pour le bureau des entreprises. Bref, une réforme très coûteuse, sans objectif à atteindre. De toute façon, ils ne les atteindront pas. Ils ne limiteront pas ces enfants qui, à leur âge, n'iront pas tout de suite à l'usine, surtout quand elle n'existe pas. Ils continueront, ils feront tout pour continuer. Bref, c'est une réforme qui coûte cher, sans avoir sollicité les personnels, sans écouter les entreprises et les élèves et leurs familles. Bref, ça n'a aucun sens. On va finir sur ces mots-là, je crois. Merci beaucoup, Pascal Vivier, d'être venu sur le plateau du Grand JT, secrétaire général du SNEPTA-FO. Et Axel Benoît également, merci beaucoup, co-secrétaire général du SMUIEP-FSU. Merci à vous. Et on se tient évidemment en courant et en contact pour la suite sur la filière pro. Merci à vous. On marque une courte pause et on se retrouve dans le Grand JT. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je ne me reconnaissais pas énormément dans les listes parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le Grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école.
Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était 2 objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire 1, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le grand JT d'éducation, je suis ravie d'accueillir Tiziana Caporal. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chef de service éducation et animation à l'Institut océanographique de Monaco. Merci d'être avec nous. On va parler océan aujourd'hui. L'année 2025 a été proclamée année de la mer en France. En l'occurrence, l'occasion pour nous de faire un focus sur cet Institut océanographique absolument magnifique, remarquable. L'océan, c'est vrai que lorsqu'on dit ce mot, ça parle à tout le monde. On a des images tout de suite qui viennent en tête, de très belles images, peut-être certains en ont peur d'ailleurs, et pourtant de nombreuses familles n'y ont pas accès, faute d'argent aussi, faute géographique, parce qu'ils sont probablement dans la ruralité ou autre. Est-ce que pour vous il existe une réelle méconnaissance finalement de ce qu'est l'océan et surtout de ses enjeux ? Ah oui, tout à fait. On la constate tous les jours et même quand on habite au bord de l'océan, on n'est pas forcément à l'aise, on ne le connaît pas assez pour se dire voilà, proche ou s'approprier facilement de cet environnement qui reste très accessible des fois, mais de compréhension un peu plus complexe. Et donc c'est vrai qu'on remarque de plus en plus que des familles, même des jeunes qui vivent au bord de mer, souhaitent avoir un accompagnement un peu plus privilégié et personnalisé pour se sentir ambassadeur et profiter de cet environnement. On est fait face à toutes les catastrophes environnementales qu'on a connues ici en France et dans le monde ces dernières années. Il est peut-être important de rappeler aussi de quelle manière les écosystèmes marins jouent justement sur le climat. Ah oui, l'océan, il fait partie, c'est le moteur du climat en même temps que l'atmosphère. Et c'est vrai que être conscient de ce qui sont les impacts de nos actions au quotidien est important à tous les niveaux pour pouvoir agir concrètement. En effet, quand tous les gestes qu'on fait qui sont à la base de la production du CO2 peuvent participer à ces changements climatiques qu'on vit au quotidien. Et donc chaque action qu'on peut faire au quotidien chez nous à l'école peut avoir un impact positif sur ces effets. Est-ce que les élèves, les plus jeunes, sont plus conscients que la génération, peut-être la nôtre ou celle d'avant, justement de ces enjeux-là ? C'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Et les élèves découvrent l'océan et l'environnement, l'attention à l'environnement, pratiquement presque dès la crèche. Et ils sont en capacité de comprendre les liens qui existent entre l'océan et l'environnement en général, la santé de l'homme. Et c'est quelque chose qui se ressent, ils sont conscients assez jeunes de cette importance de préservation. Conscients de la santé de l'homme en lien avec l'océan, avec les mers. Est-ce que peut-être qu'on peut réellement expliquer à quel point tisser justement des liens entre l'océan et les plus jeunes est une nécessité ? Comprendre l'impact justement de cet océan sur la santé des hommes. Alors, l'océan, nous, on parle simplement, vu de la part de l'homme, de services écosystémiques. L'environnement joue un rôle important pour notre bien-être. On le ressent quand on se promène en forêt, mais on le ressent aussi quand on est au bord de la mer. On a cette sensation de bien-être. Mais non seulement il y a des actions concrètes que le milieu marin agit pour la protection, par exemple, des bords de mer. Et ça, on le ressent dans toutes les parties du monde avec des écosystèmes qui sont typiquement côtiers, comme la Posidonie chez nous, comme les mangroves, comme les récifs coralliens, et qui participent à l'économie, mais participent aussi à cette préservation de la biodiversité au niveau mondial.
Sensibiliser les jeunes, donc, et les moins jeunes aussi, on le rappelle, les familles, de manière générale, aux enjeux de la protection de l'océan. C'est pour ça que vous avez organisé ce concours Océano pour tous. C'est la 11e édition cette année, il me semble, en 2025. Vous le préparez assez tôt, ça démarre dès 2024. Vous proposez effectivement à des classes, à des écoles, des établissements d'y participer. Racontez-nous. En effet, le concours démarre vraiment à la rentrée scolaire au mois de septembre. On invite les enseignants qui souhaitent sensibiliser leurs élèves à s'inscrire. Donc le concours est ouvert à toutes les classes de collège, donc de cycle 3 à partir de CM1 et CM2 jusqu'aux classes de 3e qui sont en zone d'éducation prioritaire, en zone rurale aussi, mais aussi à toutes les classes qui sont en dispositif au lycée. Et l'objectif, c'est de accompagner. Pourquoi pas tous les établissements de manière générale? Alors, on souhaitait vraiment accompagner davantage, donner la possibilité à ces classes qui sont souvent sur lesquelles l'accompagnement à l'environnement peut être peut-être secondaire ou délaissé, ou tout simplement faire en sorte que ça soit autant traité comme tous les autres sujets, et donc venir accompagner. C'est pour ça que ça s'appelle Océano pour tous, faire en sorte que ce soit accessible à tous. Et donc, on accompagne les classes à partir du mois de novembre et jusqu'au mois de mars à travers des ateliers pédagogiques qui sont effectués à distance. Et l'objectif de ces ateliers, c'est vraiment de leur permettre de s'approprier des connaissances nécessaires pour pouvoir agir concrètement à leur niveau dans les collèges. Alors, ateliers pédagogiques effectués à distance, ça veut dire que ce sont les enseignants, du coup, qui font le relais des ateliers que vous proposez? Comment ça se passe? On est face à face avec les élèves, mais nous, depuis nos bureaux et avec la classe. Ouais. Et on est, c'est des ateliers qui se passent vraiment avec des questions-réponses avec les élèves sur différentes thématiques, comme on disait tout à l'heure, les changements climatiques, l'importance des écosystèmes, la biodiversité. Alors, vous ouvrez cette année en plus ce concours au Pays de la Méditerranée. Qui participe? Alors, actuellement, on est en train justement de sensibiliser les classes qui sont autour de la Méditerranée. Il y en a beaucoup. On va voir rapidement un retour des classes, par exemple, de l'Espagne, d'Italie. On a des classes en Grèce, on a des classes en Algérie. On est en contact avec des enseignants qui sont déjà sensibles à la thématique et qui souhaiteraient concrétiser cet engagement avec la participation. Et petit à petit, l'objectif, c'est de continuer jusqu'à 2030 avec la thématique Méditerranée pour avoir un peu tous les représentants des pays du pourtour méditerranéen. Oui, d'autant qu'il y a quand même une classe aux Seychelles, d'après ce que je vois, donc c'est génial, c'est vraiment worldwide. Et quand on dit océan, en fait, on a bien compris, puisque c'est la mer Méditerranée, c'est très global, ce sont tous les océans et les mers. Enfin, il y a un océan finalement. Et on a beaucoup de classes qui sont partout, dans tous les océans du monde, parce qu'on a les classes des régions et départements d'outre-mer. Ouais. Donc on a des classes tous les fuseaux horaires. On a de la Nouvelle-Calédonie. En effet, c'est tous les fuseaux horaires, mais vraiment c'est très très intéressant de pouvoir nous échanger avec ces élèves et ces réalités, et pour les élèves de faire ressortir leur rapport à leur mer, à leur océan. Et donc, on respire et on découvre des cultures, une importance que la mer a dans chaque région du monde. Alors, juste un petit mot rapide, parce que c'est très intéressant. Il y a plein de projets, 31 projets qui sont en lice. Évidemment, on ne va pas tous les citer, mais bien sûr, vous pourrez les retrouver sur le site de l'Institut océanographique de Monaco. Peut-être un point déjà précis sur... Donc, on a une marraine de cœur qui est géniale, c'est Estelle Lefébure, qui est là depuis le début. Qui nous accompagne de manière formidable. Donc, qui est également jury, c'est ça, cette édition. Et qui fait partie aussi du jury? Qui d'autre? Alors, on essaie d'avoir autour de nous des scientifiques, mais aussi des personnes qui sont au niveau gouvernemental dans les institutions. Donc, on a des doctorants qui ont fait des thèses sur l'océan. On a des scientifiques du CNRS qui participent et qui travaillent au quotidien sur la mer. Et puis, on a des institutions, des associations locales avec lesquelles souvent les différentes entités, les différentes classes ont pris l'habitude de travailler. Bien sûr, l'éducation nationale qui participe pour pouvoir avoir aussi un œil sur la partie programme scolaire et engagement au niveau des enseignants et des élèves. L'accompagnement est évidemment très important. Alors, peut-être un projet qui vous tient à cœur, dont vous voulez parler en particulier ?
Un projet, donc je ne voudrais pas enlever Bien sûr. et mettre en avant un seul projet, mais je voulais juste vous donner un exemple. Il y a des classes, je disais par rapport à leur environnement, qui vont parler, par exemple, ils vont parler des raies manta. Ils vont faire un travail au Maupetit sur la protection des raies, juste simplement comprendre comment elles vivent et pourquoi elles sont menacées. À La Réunion, sur les tortues marines. Oui. Ici, en Méditerranée, sur la Posidonie. Donc, vous voyez, chaque classe s'approprie de leur écosystème et souhaite davantage le connaître pour mieux le protéger. Un petit mot sur la Posidonie, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sache. La Posidonie, c'est une plante qui vit en Méditerranée et qui est très importante parce qu'elle construit sous la mer comme des forêts qui sont très très important pour la protection de la plupart des espèces qui vivent au bord de mer. Et donc c'est une espèce, comme on disait, qui est malheureusement menacée, surtout par les ancres, par les constructions côtières. Et donc les élèves apprennent à la découvrir, à la reconnaître, parce que souvent, en été, on se promène sur le bord de mer et on peut trouver l'effet de cette plante gênant. Mais de plus en plus, les municipalités et les élèves sont sensibilisés à l'importance de cette plante parce qu'elle protège les plages, mais non seulement avec ses racines, elle protège vraiment toutes les corps de Méditerranée. Donc l'idée, c'est un projet de restauration, c'est ça, projet de restauration, projet de plongée pour découvrir l'importance sous la biodiversité, de réimplantation avec les entités, les associations locales. Donc, une fois qu'ils connaissent, ils essayent d'agir en fonction de leurs capacités et compétences. Oui, parce que c'est absolument génial, en fait, les ateliers, certes, effectivement, dans les écoles, mais une fois qu'on s'est dit, bon, ok, on a focalisé, on a trouvé, effectivement, quel va être notre projet, on le voit d'ailleurs à travers ces photos, les élèves partent, effectivement, plonger, partent voir, admirer, regarder, expérimenter l'océan. Là, ils deviennent vraiment ambassadeurs, c'est leur milieu, et ils souhaitent le protéger vis-à-vis des touristes, vis-à-vis de leur famille, sensibiliser les nouvelles générations. Ils deviennent véritablement des ambassadeurs. Il faut savoir que la plupart des classes qui participent au concours poursuivent sur les années suivantes le projet parce que les élèves, ils sont complètement engagés et maîtres de ces actions. Et là, vous avez vu une photo, il y a des élèves qui n'avaient jamais mis la tête sous l'eau. On parlait tout à l'heure. Même si on habite au bord de mer, des fois, on ne connaît pas. Et là, pendant les concours avec les professeurs, beaucoup de professeurs organisent ces plongées, ces randonnées palmées qui vont dévoiler un monde magnifique à ces élèves qui deviennent après très, très engagés et présentent une envie d'agir pour le protéger. Un monde absolument génial. Donc, ils ont effectivement, en mars, je crois, pour restituer, pour donner leur dossier, c'est ça, de présentation. Quels sont les prix à la clé ? Tiziana Caporale. On met à disposition des classes des dotations financières, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait un bout de chemin pour découvrir la mer, mais on veut, pour les classes qui gagnent, on aimerait le faire pour tous, mais qu'ils aillent de là. Et donc, les accompagner dans des séjours, des croisières whale watching, une découverte de différents sports qui permettent de découvrir de façon soft la mer, tout en la préservant. Donc, les dotations servent vraiment à réaliser ces projets. Et la classe gagnante qui est on a différents prix. Donc pour le prix qui est moins de 1100 km, la classe gagnante, elle vient à Monaco où elle va passer 3 jours. Et cette année, avec les classes de Méditerranée, on souhaite vraiment organiser un événement de présentation des différentes cultures et un événement collaboratif pour lancer les défis aux nouvelles générations Océan pour tous. C'est vraiment génial, ce prix, cette organisation. Ça se passe toute l'année. Beaucoup de partenaires, beaucoup de mécènes, beaucoup de personnes qui sont sensibilisées effectivement à l'environnement de manière générale, à l'océan en particulier. 750 élèves qui participent au concours Océan pour tous. Enfin, un vrai projet absolument, vous l'avez dit vous-même, mondial en fait, parce qu'il se situe là en l'occurrence en France, mais qui concerne tous les pays francophones et en plus les pays de la Méditerranée. Bravo, merci beaucoup Tiziana Caporale d'être venue sur ce plateau, chef de service éducation animation de l'Institut océanographique de Monaco. Merci beaucoup. Merci.
Aujourd'hui, direction l'hémicycle, évidemment, l'Assemblée nationale où le débat sur la fin de vie fait son retour. Une question très attendue par les Français, mais qui risque une nouvelle fois de diviser. Oui, souvenez-vous, le 9 juin dernier, Emmanuel Macron avait annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Le bilan était ainsi, tous les débats en cours étaient donc suspendus. C'était le cas pour celui sur la fin de vie. Sachez que ce lundi, le texte a fait son retour, mais il y a une petite nuance. Est présenté par Emmanuel Macron en mars dernier. Le texte est donc scindé en 2 propositions de loi par François Bayrou, qui l'a donc annoncé au début de cette année. D'un côté, celui qui porte sur les soins palliatifs, et puis de l'autre, celui sur l'aide à mourir. Alors des textes qui sont les fruits d'un long travail. On a eu la Convention citoyenne, on a eu l'avis du Comité consultatif national d'éthique, différents rapports parlementaires ou encore du Conseil d'État, et puis aussi on a eu les débats qui se sont toutefois tenus avant cette dissolution au sein de l'Assemblée nationale. Alors essayons de devenir député le temps d'une chronique, si vous le voulez bien. Arrêtons-nous sur le texte qui aborde la question déjà des soins palliatifs. On va prendre effectivement les choses dans l'ordre. Alors ces soins palliatifs sont des soins actifs délivrés dans une approche qui est globale de la personne atteinte d'une maladie grave, évolutive ou encore terminale. Il s'agirait, dans cette proposition de loi, de rendre effectif le droit à des soins palliatifs ou d'accompagnement pour chaque patient où qu'il réside. L'hospitalisation à domicile, déjà en expansion, doit être un levier. Il y aurait aussi un intérêt financier. Une journée d'hospitalisation à domicile, ça coûte environ entre 250 et 450 euros, contre 1200 euros pour une journée à l'hôpital. Alors, ce texte fait consensus, c'est d'ailleurs l'objectif et la priorité du gouvernement. Mais il y a cette question, est-ce qu'on a assez et suffisamment d'unités de soins palliatifs dans le pays ? Eh bien, écoutez, la réponse de Catherine Vautrin, elle était l'invitée ce matin d'RMC. La réponse est non. Et aujourd'hui, nous avons à augmenter le nombre d'unités de soins palliatifs. Nous avons encore des départements qui ne bénéficient pas d'unités de soins palliatifs. Nous avons considérablement augmenté les soins palliatifs à domicile et nous continuons. Maintenant, vous n'êtes pas sans connaître le sujet médical en France. Nous avons un énorme point qui est celui de la formation. C'est-à-dire que oui, il faut ouvrir des services, mais pour ouvrir des services, il faut avoir des professionnels qui viennent dans ces services. D'où la nécessité sur la formation des professionnels de santé. Je vous dis qu'aujourd'hui, nous avons 420 équipes d'hospitalisation à domicile qui réalisent des soins palliatifs. Nous avons 17 000 visites longues d'accompagnement. Donc nous progressons, mais nous devons aller plus loin. Alors Catherine Vautrin, ministre de la Santé, du Travail et donc des Solidarités, sachez que dans ce texte, il y aura notamment la question du financement, la question de la formation ou encore différentes directives anticipées. Et puis alors, il y a ce second texte qui va certainement cliver l'hémicycle, porte sur l'aide à mourir, Guillaume. Alors depuis 2016, il faut revenir un peu en arrière, la fin de vie en France est encadrée par une loi, celle Claes-Lenotti, qui instaure que les malades incurables peuvent bénéficier d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Sauf qu'aujourd'hui, certains députés veulent aller un peu plus loin en instaurant l'euthanasie ou encore le suicide assisté. Je vous propose d'écouter Claire Fourcade. Elle est médecin en soins palliatifs, auteure du livre Journal de la fin de vie aux éditions Fayard. Elle explique la différence car tout est une question de vocabulaire. Ça fait 25 ans que je fais ça, aider à vivre. Moi, j'aime mieux dire que j'aide à vivre jusqu'à la mort. Et je crois que c'est important de bien nommer les choses pour que chacun puisse comprendre de quoi il est question. On a tous cette crainte de la façon dont notre fin de vie pourrait se passer ou celle de nos proches. Et il me semblait important de dire d'abord qu'on a les moyens que la fin de vie se passe dignement et qu'on peut vivre dignement jusqu'à la mort en France. Et puis aussi de nommer ce dont il est question dans les débats. L'euthanasie, c'est la mort donnée par un tiers qui, dans tous les pays qui l'ont légalisé, est un soignant. Et puis le suicide assisté où la société donne à une personne les moyens de mettre fin à ses jours. Et je crois que c'est important d'utiliser les mots. Alors, le texte permettrait donc aux malades souffrant d'une infection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale et ne supportant plus leur souffrance de recevoir ou de s'administrer une substance létale. À quelles conditions ? Car il y a un cadre, bien évidemment. Écoutez Olivier Falorni, il est rapporteur de cette commission. D'abord le critère de la majorité, ensuite celui de la nationalité, de la résidence stable dans notre pays, et puis ensuite des critères qui sont plus d'ordre médical, comme l'affection grave et incurable engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale, et la Haute Autorité de Santé a clairement défini ce qu'était cette phase avancée qui se base sur la qualité de vie qu'il reste à vivre et non pas sur la quantité de vie qu'il reste à vivre. Et à cela s'ajoutent 2 autres critères importants et qui sont tous, je le redis, cumulatifs. C'est celui d'avoir des souffrances physiques ou psychologiques réfractaires au traitement et insupportables. Et enfin, manifester sa volonté de façon libre
éclairée et réitérée à de nombreuses étapes de la procédure. Donc vous voyez, c'est une loi qui est extrêmement encadrée. Et justement, sur le dernier point qu'évoque Olivier Falorni, eh bien, sont exclues toutes les personnes qui sont dans le coma, qui n'ont pas pu dire s'ils souhaitaient justement écouter Olivier Falorni. Je le redis, l'aide à mourir n'est pas possible lorsque le discernement est altéré ou que la conscience, malheureusement, a été perdue. Ça fait partie des conditions posées. Je sais que certains trouvent que cette loi est trop restrictive. D'ailleurs, d'autres la trouvent trop permissive. C'est l'équilibre que nous avons trouvé et je crois que cette loi permettra de répondre finalement à l'aspiration qui est celle de beaucoup de nos concitoyens, c'est-à-dire de pouvoir disposer de leur corps et donc disposer de leur mort. Et puis se pose également une autre question, un dernier point important, c'est l'acte, celui justement de l'euthanasie ou encore du suicide assisté. Qui va le faire? Qui est responsable? Écoutez Olivier Falorni. C'est une responsabilité qui est fixée par le médecin qui est sollicité et la collégialité médicale qui l'entoure. Vous savez, il y a de nombreuses décisions médicales qui aujourd'hui sont prises sur l'arrêt des traitements, sur la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. C'est-à-dire qu'une collégialité médicale estime qu'il faut plonger une personne dans le coma de façon définitive, irréversible. Ces décisions qui sont lourdes sont déjà prises. Et justement, sur cette question, les médecins commencent à grincer des dents. Alors la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, a tenté de rassurer. Elle a posé des garde-fous. Écoutez. C'est bien la raison pour laquelle cette démarche de l'auto-administration est aussi une démarche supplémentaire de protection du corps médical. Je crois que c'est important de le dire. Il faut évidemment respecter chaque professionnel de santé. C'est la raison pour laquelle, bien évidemment, la clause de conscience s'appliquera. Aucun soignant ne sera obligé de pratiquer l'acte létal. Et je le répète, pour moi, l'auto-administration est un élément clé du sujet. Alors il y a environ une quinzaine de jours de débat au sein de l'hémicycle. Le vote est prévu aux alentours du 27 mai. Alors il n'y a pas de consigne de vote qui a été donnée du côté des partis politiques. Ce qu'on nous dit, c'est qu'ils appellent à se positionner en leur âme et conscience. Un sujet extrêmement sensible donc. Qu'en pensent justement les oppositions et les associations, Guillaume? L'association Alliance Vita, porte-voix du catholicisme conservateur, qui appelle à une manifestation, une cinquantaine notamment de villes, notamment à Paris qui était prévue ce soir. Une société qui n'a plus les moyens d'accompagner la vie jusqu'à son terme ne se grandit pas en légalisant la mort comme une solution par défaut. Ce sont les mots du président du Rassemblement national, Jordan Bardella. À gauche, cette fois-ci, Léon Desfontaines, porte-parole du Parti communiste français, est un peu plus mesuré. Alors, il salue d'un côté les garde-fous, ce qu'on évoquait un peu avant, mais il a peur que ce choix ne soit imposé. Écoutez. Jamais, en tout cas, le fait de voir mettre fin à ces jours, parce que de toute façon, le destin est scellé, ne doit s'imposer à nous. Ce qu'on voit parmi celles et ceux qui pourraient être concernés par ce texte de loi, c'est que la plupart veulent à minima pouvoir utiliser d'autres chemins de recours, l'hospitalisation à domicile. Ils ne souhaitent pas rester uniquement à l'hôpital, pouvoir avoir une unité de soins, en tout cas à proximité de son domicile, de pouvoir avoir des interventions en EHPAD lorsque ces personnes se situent dans des EHPAD. Et donc, il faut mettre en place toutes ces mesures pour permettre ensuite que ce choix soit réellement libre et éclairé. Et puis pour ne pas arranger les choses, eh bien au sein même du gouvernement, là aussi, les avis divergent. C'est le cas notamment de Jean-Noël Barrot, qui était l'invité de France Inter hier. Eh bien tout simplement, lui, il ne le voterait pas. Je considère pour ma part que le texte sorti de commission va trop loin. Je souhaite que tous les Français, quel que soit le département dans lequel ils vivent, puissent avoir accès aux soins palliatifs. Je souhaite aussi que la loi Claes-Leonetti puisse être pleinement appliquée. Et si besoin, effectivement, qu'elle puisse être corrigée à la marge pour être rendue plus efficace. Mais le texte tel qu'il est présenté, et chacun sera libre de son vote, je ne suis pas appelé à le voter, mais tel qu'il est sorti de la commission, je ne le voterai pas. Et puis dans le JDD hier, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a redit lui aussi son opposition relativement ferme à ce texte qu'il juge, je cite, profondément déséquilibré. Et alors rapidement Guillaume, est-ce que cette question est tranchée chez nos voisins européens? Oui, dans certains pays, les Pays-Bas ont notamment été les premiers à dépénaliser l'euthanasie, c'est en 2002, avec une loi sur l'interruption de la vie. La Belgique l'a fait là aussi en 2002, mais sous certaines conditions. Le patient doit être capable d'exprimer sa volonté, un peu comme souhaite faire la France, n'avoir aucune perspective d'amélioration
maturation ou encore le faire de souffrances insupportables. Là aussi, au Luxembourg, c'est le cas depuis 2009. L'Espagne l'a fait là aussi en 2021. Le Parlement portugais a adopté un projet de loi interdisant l'euthanasie en 2023. Et puis l'Autriche a suivi également les pays. Donc la France pourrait faire partie de ces quelques pays européens à faire de même. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe en régie et aujourd'hui à la réalisation Xavier Sanchez, le son Thibaut Goury-Lafont, Laure Edmond au maquillage, Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction, Guillaume Beu en journaliste sur l'émission. Vous revenez quand, cher Guillaume? La semaine prochaine, lundi. Vos fans le notent, vous le savez. Oui, je sais. Je reçois des messages. Attendez. Il le dit, il ose. Merci à tous en tout cas. Je vous retrouve demain. Très bonne soirée à tous. Ciao.